Le miroir magique de l'amour. Conte fantastique des Ming et des Qing. La renarde blanche. Originaire de la province du Hubei, Xu Zhongying avait accompagné souvent son père dans le Sichuan où il voyageait pour ses affaires. Il connaissait donc bien les montagnes des environs de Chengdu, mais depuis la mort de son père, il n'y était pas retourné. Il avait ouvert une boutique à Hankou, et, tout commerçant qu'il était, il se passionnait pour la poésie et fréquentait les lettrés. À 20 ans, il était encore célibataire et lorsqu'on lui parlait de mariage, il répondait en souriant « J'aimerais épouser une jeune fille à l'allure noble et gracieuse, aussi amoureuse qu'une renarde, aussi belle qu'une revenante. Seule pareille créature me plairait. » En entendant ces propos, son entourage se moquait de son extravagance. « Il est bizarre, le fils Chou. Quelle idée de vouloir choisir sa femme parmi les revenantes et les renardes. Il ferait mieux de prendre une mortelle. » Mais Chou faisait la sourde oreille à tous ces commentaires. Comme il était remarquablement intelligent et qu'il voyait tous ses camarades se conformer aux normes de composition exigées aux examens, il s'amusa à s'y plier aussi. Il y parvint avec une telle facilité qu'on lui conseilla de se porter candidat. C'est ainsi qu'il fut reçu à l'examen régional l'année où devait avoir lieu le concours national. Tous le poussèrent à y participer. « Avec tes facilités, tu seras sûrement reçu. Ne laisse pas passer cette occasion. » Ainsi, encouragé par ses amis et voulant profiter de la circonstance pour admirer les beautés de la capitale, il prépara ses bagages, acheta le statut de Gongsheng et se mit en route avec ses compagnons. Malheureusement, à mi-chemin, à Jinan, il tomba si gravement malade qu'il fut contraint de s'aliter dans une auberge. Il laissa ses camarades repartir sans lui et leur donna rendez-vous pour plus tard. Sa maladie s'aggrava. Ses journées n'étaient que longs gémissements. Son valet veillait sur lui donnait à boire et lui faisait prendre des remèdes. Un soir, qu'il était à demi inconscient, il sentit tout à coup près de lui la présence d'une femme qui lui tendait une potion qu'elle tenait à la main. Elle écarta la moustiquaire et l'aida à se redresser sur son lit. Trop épuisé pour s'intéresser à la femme, il parvint pourtant à avaler la potion. Presque aussitôt, il se sentit mieux. Douce et parfumée, la gorgée descendit au fond de ses entrailles et parvint jusqu'au dantian. Lorsqu'il tourna la tête pour regarder la femme, elle avait disparu. Seules lui restaient les sensations éprouvées lorsqu'elle l'avait aidé à se relever. La douceur d'une peau fine, un parfum discret, mais si agréable. Il se dit que c'était sans doute une déesse descendue sur terre pour venir en aide à ceux que le destin avait choisis. Aussitôt guéri, il installa un petit autel en l'honneur de celle qu'il croyait une divinité, fit brûler de l'encens et se prosterna longuement pour la remercier de sa bienveillance. Dès lors, il ne pensa plus faire une carrière de mandarin. Comme le tumulte et la promiscuité dans l'auberge n'étaient pas favorables à sa convalescence, il accepta l'hospitalité que lui offrit un ami. Située dans le sud de la ville, la demeure était agréable, entourée d'un beau jardin planté d'arbres et de fleurs et baignée de silence. Un soir, après le dîner, il venait d'allumer sa lampe. La mélancolie le gagnait peu à peu. Dehors, une petite pluie fine tombait en clapotant sur le toit. Il se sentait bien seul par cette nuit d'automne. Alors, il se mit à écrire un poème dont il avait déjà trouvé la forme. Sous ma lampe solitaire, son ombre et la mienne ne forment pas un couple. La pluie froide pénètre par mon étroite fenêtre. Il n'arrivait pas à continuer. L'inspiration était tarie. Soudain, une voix rieuse se fit entendre sous la fenêtre. Pourquoi le plus doué des poètes peine-t-il tant à écrire un si petit poème ? Chou pensa que c'était un ami qui lui rendait visite et plaisantait avec lui. Il alla ouvrir.
Oh surprise! Sur le seuil se tenait une ravissante jeune fille. 17 ou 18 ans, des dents d'une blancheur éclatante, des yeux étincelants, à peine maquillés, le cheveu relevé en haut chignon. Elle resplendissait comme une immortelle. Il s'inclina devant l'inconnue, la pria de s'asseoir, puis il lui demanda son nom. Elle répondit avec un sourire. « Vous voilà enfin guéri? Auriez-vous déjà oublié votre médecin ?» Confus, le lettré se leva pour se prosterner devant elle, et il la remercia de lui avoir sauvé la vie. « Oui, la déesse qui m'a redonné la vie, c'est bien vous. Comment vous exprimez ma reconnaissance ?»« Si je suis ici, lui répondit-elle, ce n'est pas pour recevoir vos actions de grâce, c'est parce que vous êtes un honnête homme. Ma présence vous sera bénéfique. » Cela dit, elle termina le poème interrompu. Sous l'auvent, je reste à guetter l'homme aimé. Froide, la pluie de la nuit glace mes chevilles. Le lettré ravi admira ces 2 vers. Apercevant d'autres poèmes sur la table de chevet, elle se mit à les lire à mi-voix, avec grâce et naturel. Elle les comprenait à merveille. Chou plaisanta. « J'aurai donc un disciple ?» Elle réplique. « Il est encore un peu tôt pour vouloir devenir mon maître. Je ne suis pas sûre que vous puissiez me répondre en vers. » Comme la nuit tombait, la jeune fille fit mine de se retirer. Chou la retint. Elle accepta de rester. Tout en poursuivant la conversation, ils gagnèrent le lit. Elle lui dit « Je m'appelle Relou Ochian. Ma famille habite dans le Shandong. J'ai 3 sœurs cadettes qui sont déjà mariées dans des régions lointaines et je suis seule à rester au pays. Je suis veuve depuis peu. Comme j'aimerais être une autre Zhuo Wengjun, puisque votre talent égale celui de Sima Qiangrou. Ne me prenez pas pour une femme légère, ne m'abandonnez pas et ne me faites pas composer à moi aussi une ode aux cheveux blancs. » Le lettré lui répondit « Votre potion m'a redonné la vie. Grâce à elle, je partage avec vous la couche et l'oreiller. Mon seul désir est d'être auprès de vous. Mon seul souhait est que nous ne soyons jamais séparés. Loin de moi l'idée de vous abandonner et de prendre une autre femme. Soyez sans inquiétude. » Dès lors, il n'y eut pas une seule nuit où la jeune fille ne vint le retrouver. Elle arrivait le soir et disparaissait le matin. À la fin du mois de septembre, tous les amis de Chou, ayant appris les résultats du concours, pensèrent à rentrer au pays. Seul Chou décida de rester, ce qui ne manqua pas de les étonner. Il invoquait 1000 raisons. « Les montagnes et les rivières d'ici sont belles, vous ne trouvez pas ? Dans cet endroit tranquille, je pourrais me consacrer à l'écriture, à la lecture des poèmes et vivre au milieu de mes amis. À quoi bon se mêler des affaires humaines ?» Quelqu'un suggéra que c'étaient là des prétextes. « Vous avez peut-être une aventure amoureuse ?» Il rougit de se sentir découvert, mais malgré l'insistance de ses amis, il refusa de les suivre. 2 années s'écoulèrent. Un jour, il fit part à sa compagne de son intention de se rendre à Beijing et il l'invita à l'accompagner. Elle lui révéla alors que, grâce au livre des mutations, elle avait une prédiction de mauvais augure. Dans le ciel, les phénix se séparent, sur l'oreiller, les amoureux se séparent. Les rêves de richesse et de gloire ne se réaliseront pas, tous les malheurs viendront de pratiques diaboliques. Partez loin d'ici, vous trouverez un autre univers. » Mais Chou ne crut pas un mot de ces avertissements et décida, malgré tout, de partir pour Beijing. La jeune fille soupira. « Hélas, nul n'échappe à sa destinée. » Ils se mirent en route et, arrivés à Beijing, ils s'installèrent rue de la Perle Précieuse. Tout près de chez eux se trouvait le foyer des gens de Jiangxi, où logeait un moine appelé Qiu Zhenren. Un jour, il rendit visite au lettré et, après s'être présenté, il le prévint. « Votre maison est hantée. Vous courez un grand danger. Laissez-moi interroger vos valets et vos serviteurs. » Chou lui répondit d'assez mauvaise grâce. « J'arrive de Jinan. Nous n'avons que des femmes à notre service. »« Le mauvais génie est parmi elles, » s'écria le moine. Et il sortit de sa manche 3 talismans qu'il donna au lettré en lui recommandant de les placer sur la porte, sur la couverture et sur l'oreiller. « Vous allez découvrir le visage du mauvais génie. »
Sans leur prêter davantage d'attention, Chou glissa les 3 papiers dans un livre. Le soir, comme la jeune fille le feuilletait par hasard, elle les trouva et, tout étonnée, elle lui demanda d'où ils venaient. Il le lui dit, elle répondit d'un air triste. « Nous avons eu tort de ne pas suivre les conseils de la prédiction. Puisque tu ne crois pas à ces choses, pourquoi as-tu accepté ces papiers? Le destin va nous séparer, je le vois bien. » Puis elle se mura dans le silence, malgré tous les efforts de Chou pour l'en faire sortir. Enfin, elle brûla les papiers et disparut. Chou était aussi désemparé que s'il avait perdu une partie de lui-même. Le lendemain matin, un brouhaha se fit sous sa fenêtre. Le bruit courait que le moine avait été assassiné et décapité sans qu'aucune porte ait été forcée. On découvrit sur le mur blanc une rangée de caractères écrits avec du sang. « C'est Reluoshian, la femme de Chou, qui l'a tué. » À côté du cadavre, on trouva un poignard sur lequel était gravée une rangée de petits caractères. « Propriété de Luoshian, jeune femme exceptionnelle du royaume de Lou. » Chou le ramassa pour le garder en souvenir et grava ces mots. « Ceux qui l'évitent vivent, ceux qui l'offensent meurent. » Comme une patrouille de soldats était venue l'arrêter, il réussit à en acheter quelques-uns et parvint à s'enfuir dans le Sichuan où il avait fait de fréquents séjours dans sa jeunesse. En moins de 20 jours de bateau, il arriva à Chengdu où il s'installa chez une ancienne connaissance, le vieux Chieux. Originaire de la province de Guizhou, la famille Chieux vivait dans des conditions assez difficiles, mais avec l'arrivée de Chou, celles-ci s'améliorèrent bientôt. Le vieux Chieux peignait avec un si grand talent que ses fleurs et ses oiseaux avaient l'air vivants. Chou faisait l'éloge de ses œuvres auprès de riches marchands et il réussit à les lui faire vendre. Chieux, lui, était si reconnaissant qu'il songea à lui donner sa fille cadette en mariage. Il avait 2 filles. L'aînée, d'une beauté exceptionnelle, était morte subitement à 16 ans. La cadette, en âge de se marier, savait à la perfection composer des poèmes, calligraphier et peindre. Chou, installé dans la maison comme s'il était de la famille, pouvait à loisir apprécier sa beauté. Un soir où le lettré était tout seul devant sa lampe allumée, il entendit tout à coup dans le silence quelqu'un l'appeler à voix basse. Il ouvrit la porte et se trouva en face d'une belle jeune fille d'environ 16 ans. Comme il lui demandait d'où elle venait, elle répondit « Je suis la fille de la famille Chen qui habite à l'est de votre maison. Je m'appelle Yuan et je suis une amie d'Akian, la fille cadette de monsieur Chieux. Mes parents étaient du même pays que vous, mais ils sont morts et je vis maintenant chez mon oncle. Sa femme ne m'aime pas. Du matin au soir, je ne pense qu'à retourner dans mon pays natal. Ça me gêne de venir vous trouver, mais je voudrais repartir avec vous dans le Hubei. » Troublé par sa beauté et par ses avances, le lettré perdit son âme. Il la prit dans ses bras et tous deux se livrèrent passionnément au jeu de l'amour. À partir de ce jour, ils passèrent ensemble toutes les nuits. La jeune fille s'étonnait qu'il ne manifeste pas le désir de retourner chez lui et finit un jour par lui dire « Le voyageur ne trouve le vrai bonheur que sur sa terre natale. Si tu veux, je t'accompagnerai là-bas et tu ne te sentiras plus jamais seul. Puisque mon corps t'appartient, je suis décidé à te suivre et à affronter 1000 difficultés et 1000 dangers. » Chou lui raconta alors comment Luoshian avait tué le moine et lui révéla qu'il ne rentrait pas au pays de peur d'être arrêté. Elle s'écria « Ça ne serait pas Luoshian, une jolie femme si bien faite, si douce au toucher qu'on la croirait sans ossature. La blancheur de sa peau, la perfection de son visage sont uniques. Sur son bras gauche, les jours de beau temps, on voit un grain de beauté rouge. Elle est extraordinaire, elle prédit l'avenir sans jamais se tromper. Il paraît qu'elle s'est retirée dans la montagne Émeille pour se préparer à la longue vie. Pourquoi n'irais-tu pas la voir? Je t'accompagnerai. Tu ne risqueras rien. » « Je me demande si elle serait contente de nous voir ensemble, » remarqua Chou. Elle reprit. « Personne n'échappe à sa destinée. Si le destin a uni 2 êtres, ils ne peuvent être séparés. S'il a séparé 2 êtres, ils ne peuvent rester unis. Toi, tu es encore lié à Luoshian pour 30 ans de vie commune ici-bas. Quand nous la rencontrerons,
elle n'évoquera pas le passé. Ils se donnèrent rendez-vous sous le grand arbre, à l'ouest de la ville. Au jour dit, la jeune fille l'attendait, encore plus charmante et plus gracieuse dans sa tenue de voyage. Lorsqu'ils furent arrivés au mont Émeil, elle lui fit cette proposition. « J'ai une tante qui est nonne au temple du mont aux nuages blancs. Allons nous reposer un peu auprès d'elle. Elle nous donnera sûrement des nouvelles de votre amie. » Lorsqu'il fut devant la nonne, Shu eut l'impression que c'était une créature surnaturelle, comme dépouillée de toutes les poussières d'ici-bas. Yuan s'empressa de l'informer de Luoxian. « Nous venons de parler ensemble, » lui répondit-elle. « Elle ne doit pas être loin. » Elle envoya un serviteur la chercher. Elle était aussi rayonnante que naguère dans sa robe de taoïste. À la vue du lettré, ses yeux s'embuèrent de larmes et elle resta silencieuse. Le jeune homme lui raconta son histoire avec la plus grande sincérité. Alors, elle déclara « Ce n'est pas de ta faute, c'est le destin qui l'a voulu. Après ma fuite, j'étais surtout inquiète à la pensée que je t'avais compromis. Alors, j'ai métamorphosé une canne de bambou en un deuxième chou. Et ce double de toi s'est déjà expliqué à la cour. Maintenant, tu ne seras plus accusé. » Puis, voyant Yuan à côté de lui, elle s'informa. « C'est ta nouvelle compagne ? Elle t'a sans doute déjà fait oublier notre ancienne affection. »« Si c'était le cas, répondit-il, je n'aurais pas parcouru 1000 lits pour te retrouver. Sache que Yuan ignore le mensonge et qu'elle t'est très attachée. »« Je te crois, dit Luoxian. Je plaisantais. » Cette nuit-là, ils ne fermèrent pas l'œil tant ils avaient à se raconter. Pour finir, Luoxian lui dit « Maintenant, j'ai un souci de plus. Ni Yuan ni moi ne sommes capables de te donner un fils pour assurer la lignée de ta famille. Mais le vieux chieux veut unir à sa fille cadette, une fille extraordinaire. Prépare-toi à l'épouser. Retourne dans le Sichuan pour demander sa main. Yuan et moi, nous irons à Hankou préparer votre demeure. Et sans t'être donné beaucoup de mal, tu auras 3 belles jeunes femmes auprès de toi. Tu as vraiment une chance inouïe. » Shu fut tout heureux de lui obéir. La nuit des noces, Shu découvrit que la nouvelle mariée, Axian, et Yuan se ressemblaient comme 2 gouttes d'eau jusque dans les gestes et la manière de s'exprimer. Intrigué, il la questionna et apprit qu'elle avait en effet une sœur aînée morte à l'âge du mariage. De son côté, la jeune mariée était si surprise de retrouver vivante sa sœur disparue en la personne de Yuan qu'elle s'enfuit en sanglotant. Mais lorsque son mari lui eut raconté toute l'histoire, elle se calma enfin. Quant à Yuan, elle expliqua qu'elle était revenue dans le monde des vivants parce qu'elle avait pu maîtriser les pratiques qui forgent le corps. Elle ajouta qu'elle avait agi avec la plus grande discrétion afin de n'effrayer personne. Par la suite, Shu réussit une brillante carrière. Il devint mandarin. Luoxian et lui vécurent 30 années paisibles. Un jour, elle suggéra à son mari d'offrir un grand banquet et d'inviter tous ses collègues de la province. Dans l'après-midi, alors que tous les convives étaient installés autour de la grande table, on entendit de violents coups de tonnerre. Pourtant, ce n'était pas un orage. Les roulements de tonnerre cessèrent, les nuées se dissipèrent et on vit soudain une renarde blanche bondir de dessous le siège de Shu et disparaître. Quand on alla chercher la maîtresse de maison, on ne la trouva pas. On en conclut que c'était pour échapper à la foudre que Luoxian s'était installé dans la famille de Shu.